Bon, ben, je crois qu'on est en direct. Bienvenue tout le monde. Ben, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On est en direct pour une autre super belle entrevue sur un sujet plus concret, plus terre à terre, plus physique aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Mona Fatnassi, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis passionnée de développement personnel, spirituel, santé globale, donc tout ce qui fait du bien à l'être humain, ça me passionne. Puis, j'ai créé le groupe Vos Ressources Mieux-être au Québec depuis environ 9 ans et j'ai décidé dernièrement de commencer à faire des belles entrevues pour permettre aux gens d'en savoir plus sur différents intervenants que je considère comme des experts, que je choisis minutieusement pour avoir du beau contenu de qualité. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires d'ailleurs d'où vous venez, d'où vous nous écoutez, si vous nous écoutez en direct, en replay, ça nous intéresse. Faites vos commentaires, posez vos questions, on va répondre. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir un expert en longévité, donc Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement cellulaire. En fait, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Je sais pas si tu voudrais nous parler un petit peu de ton parcours. Pourquoi toi, tu t'as décidé de te spécialiser dans la longévité, dans la santé en général aussi. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Ben, merci pour l'invitation, Mona. Merci à C'est toi vraiment d'avoir un grand accepté. plaisir d'être avec toi. Félicitations aussi pour les efforts que tu fais pour faire avancer le domaine de la Merci. prévention en santé, mais Ouais. aussi, bien sûr, de la santé intégrative au Québec. Écoute, de mon côté, j'ai été très jeune, en fait, touché par le fait que mon père est tombé malade. J'étais en secondaire 3. Il est resté à l'époque comme un enfant de 5 ans à peu près pendant des années. En fait, ça a été un calvaire, honnêtement, suite à un AVC qui aurait très certainement pu être évité. C'est une question de mauvaise habitude de vie. J'ai été marqué très jeune par le fait qu'un jour, on va manquer de temps. Que ce soit pour nous ou pour des gens qui nous entourent, qui nous tiennent à cœur, un jour, on va manquer de temps. Et la vie est précieuse, en fait, pour être, il faut en prendre soin pour être en mesure d'en profiter. Et j'ai donc décidé de dédier, en fait, ma carrière, ma vie, en fait, à la santé humaine. Et mes études de doctorat étaient en génie génétique. J'avais développé une nouvelle technologie qui avait des applications dans le domaine du syndrome métabolique. Ça m'a amené à avoir une compréhension assez approfondie, en fait, du fonctionnement du corps humain et de tout ce qui entoure la problématique du poids qu'on a actuellement, malheureusement, aussi en Amérique du Nord. Bon, cette entreprise-là a été vendue, ma première compagnie. J'ai été par la suite vice-président sciences et développement chez Bioca Plus, domaine des probiotiques, un domaine que je connais énormément. C'était aussi une des parties de mon doctorat. J'ai quitté pour aller dans une entreprise d'oméga 3, une entreprise internationale aussi d'oméga 3, où j'étais vice-président sciences et développement aussi, en fait, mais là aussi même en charge du développement des produits pour les deux filières pharmaceutiques. Ça fait que j'ai un parcours, en fait, dans le domaine de l'innovation, du développement de produits très, très approfondi qui m'a amené, en fait, en 2010 à reconsidérer le reste de ma carrière parce qu'on voyait se pointer à l'horizon la possibilité d'agir sur le vieillissement humain. C'était clair. Hein. En fait, en 2010 puis 2015, il s'est passé tout un paquet de découvertes qui nous ont confirmé qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement humain. C'était une question de temps. C'est que j'ai décidé, en fait, de lancer une entreprise parce que je pensais savoir comment faire pour découvrir des nouveaux gyrosuppresseurs, des molécules qui vont ralentir le vieillissement humain. Et j'avais raison. En 2013, j'ai fondé Idon Technologies, l'entreprise que je dirige encore aujourd'hui. Et on a commencé à faire de la recherche à l'époque avec 5 universités québécoises. Et on a continué par la suite les travaux spécifiquement avec l'Université Concordia, puis un autre centre de recherche, Transbiotech, dans la région de Québec, qui nous ont mené à faire des grandes découvertes. En fait, les meilleurs espoirs pour ralentir le vieillissement cellulaire, c'est nous qui les avons découverts avec l'Université Concordia. Ça a amené à la prise d'un paquet de brevets, à la création de la gamme de produits Vitali. Et en parallèle de tout ça, là, parce que ça s'est passé quand même, ce que je te dis là, sur une vingtaine d'années finalement, Ouais. j'ai toujours été impliqué dans plein de choses au niveau de l'innovation. J'ai été longtemps président du comité consultatif du Conseil national de recherche, le Bureau du Québec. J'ai été aussi un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies. J'ai été le président de l'Association pour les ingrédients santé en alimentation. Je suis encore aujourd'hui président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Donc, je crois beaucoup à l'importance de l'implication aussi, en fait, du côté de l'innovation, du côté de la santé humaine, en fait, dans le but de faire avancer les choses. Là. Et à travers ça aussi, bon, je me suis dit que pour agir dans le vieillissement de façon vraiment
optimale, il faut pas juste vendre des produits, des molécules, etc. Il faut s'assurer avant tout, en fait, d'avoir les saines habitudes de vie et les saines habitudes de vie optimisées. Pour bien comprendre mon domaine d'expertise à moi aujourd'hui, d'un côté, on fait encore de la recherche de pointe sur le vieillissement cellulaire, les nouvelles molécules qui vont nous permettre de ralentir les processus du vieillissement cellulaire. Mais de l'autre côté aussi, je m'attarde à toutes les habitudes de vie qu'on peut optimiser. Être en santé, en fait, actuellement, malheureusement, ce qu'on définit le fait d'être en santé, en fait, habituellement au Québec, là, dans la culture québécoise, c'est l'absence de maladie. Mais en fait, c'est pas ça, la santé humaine. C'est bien plus que l'absence de maladie. Et même si on regarde la question des saines habitudes de vie, puis même si là, on compare, en fait, ce qu'on considérait être des saines habitudes de vie avec, par exemple, les habitudes de vie des populations centenaires, encore là, c'est toujours pas optimisé par rapport à la science dans le domaine qui nous a appris énormément de choses les 20 dernières années sur comment on pourrait aller optimiser certaines habitudes de vie dans le but justement d'augmenter encore plus nos chances de vivre centenaire et de vivre en santé beaucoup plus longtemps, de profiter de la vie beaucoup plus longtemps. Parce que là, il faut s'entendre en fait, hein, les gens qui vivent beaucoup plus longtemps, du même coup, ils vont réduire énormément la période de temps pendant laquelle ils vont être affectés des maladies associées au vieillissement. Est-ce que ça va permettre, grosso modo, c'est une personne de 95 ans qui est encore capable de voyager, qui est encore capable d'aller prendre son café à Paris, de se mettre à quatre pattes pour jouer avec les petits-enfants. Donc, elle n'a plus la capacité d'une personne de 20 ans, ça va de soi, mais elle est encore en mesure de profiter pleinement de la vie, planter ses fleurs, être autonome à la maison. C'est ça que tout le monde devrait rechercher, tout le monde devrait vouloir. Et mon domaine à moi, c'est justement d'optimiser toutes les facettes qui peuvent vous amener là, y compris même la question de la personnalité, de l'importance Oui. de la vie sociale, vraiment toutes les facettes des saines habitudes de vie. Puis là, je m'apprête justement à sortir mon cinquième livre en octobre cette année, OK. qui va honnêtement être le livre le plus complet dans le domaine. Parce que bon, les livres que j'ai envoyés dans la bibliothèque en arrière, là, il y en a même ceux qui connaissent le livre de Jason Fung sur la longévité, il est là, là. J'ai lu, bien sûr, les livres qui ont été publiés par plein de grands experts internationaux. Puis là, il y a justement Walter Longo qui vient juste d'en sortir un autre sur le lien entre j'allais dire fasting, là, le jeûne et le Le cancer. jeûne, oui. Ouais. Ça va être le livre le plus complet dans le domaine. Tous les livres que j'ai vus dans le domaine de la longévité jusqu'à maintenant, il manque toujours des facettes. Il y a toujours des choses qui sont mises un peu de côté, qui sont pas considérées, en fait. Ça fait que là, j'ai essayé d'aller vraiment très loin dans les considérations. Puis, tu sais, d'un point de vue scientifique, là, moi, je suis un biologiste, je suis vraiment un tripeux de science profond. Quand si la science, techniquement, c'est beaucoup de facettes, c'est beaucoup de dimensions de la science. Ça s'arrête pas aux études cliniques. Un des bons exemples que je peux vous donner là-dedans, puis à part moi, je vois pas beaucoup de jeunes en parler, pourtant c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la biologie comparative. Mon domaine d'expertise va aller jusqu'à regarder justement dans les espèces vivantes qui vivent très longtemps, les mammifères qui vivent beaucoup plus longtemps que le normal. C'est quoi le truc en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à vivre plus longtemps? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour maintenir leur capacité? Et à quel point on peut aller s'inspirer de ça en fait, puis mettre ça en application dans les recommandations d'habitudes de vie qu'on pourrait avoir pour un humain. Donc mon cinquième livre, c'est carrément ça. C'est vraiment de tout considérer, donc y compris justement la biologie comparative, les habitudes de vie des centenaires. Tout ce qu'on a compris en fait jusqu'à maintenant du vieillissement cellulaire, le vieillissement primaire de l'organisme et le vieillissement secondaire, ce qu'on devrait appeler en fait les dysfonctions, disons, et même en fait aller jusqu'à la chronolongévité, en fait la chronobiologie qui s'applique à des facettes de longévité. Donc tout ceci là, dans un contexte de considérer tout ce qu'on pourrait faire dans nos habitudes de vie en fait pour vivre plus longtemps. C'est ça mon domaine. Ok, c'est super intéressant. Puis tu sais, c'est sûr que les gens, ils peuvent découvrir toutes sortes d'articles puis de vidéos. T'en fais beaucoup, t'es très généreux. Sur ton site web, on peut accéder à vraiment une panoplie de ressources, plus tes livres. Donc, je l'ai mis dans le lien permanent. Là, en fait, les gens, esimard.com, ils peuvent découvrir. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait aller dans plein de directions. C'est super passionnant, le domaine dans lequel tu œuvres. Mais on voulait surtout parler de 10 conseils clés que les gens peuvent retenir facilement pour améliorer leur chance de vivre longtemps, mais surtout en santé, parce que c'est beau vivre longtemps, mais tu sais, c'est dans quelle qualité de vie. Donc, c'est vraiment ta spécialité. Est-ce que tu veux rentrer tout de suite dans le vif du sujet? Ah oui, bien sûr. Écoute, on peut y aller. C'est certain que c'est un sujet passionnant, en fait. Puis mon premier conseil, hein, parce que là, j'essaye autant que possible de les mettre à peu près en priorité. Là. Ça peut varier un peu d'une personne à l'autre, mais mon premier conseil frappe beaucoup et fait pas plaisir à personne, je crois, en fait, ou à la majorité des gens.
parce que on a des études récentes qui nous ont montré que on aurait 80-90% de la population nord-américaine. C'est peut-être un peu moins pire au Canada, mais honnêtement, on n'est pas loin de ça quand même, étant donné qu'en plus, on a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont maintenant inclus dans cette catégorie-là, qui sont en mauvaise santé métabolique. OK. Et c'est impossible. Impossible, niet, sirop une barre de bien vieillir si vous êtes en mauvaise santé métabolique. Fait Hmm. que cassez-vous pas la tête à prendre des suppléments ou à faire quelque effort que ce soit. Si vous n'êtes pas en bonne santé métabolique, oubliez ça. Fait que mon premier conseil avant tout, c'est de rétablir la santé métabolique. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'as peu de charrie, t'exagères. Non, non, regarde. Même moi, il y a 4 à 5 ans, avant que je commence à faire de façon très régulière, en fait, du jeûne, j'étais sur une pente descendante où je commençais à faire de la résistance à l'insuline. Vous regardez mes photos de l'époque, là, si vous prenez un de mes livres, entre autres, on va rire. Regardez ce qu'on va faire. Vous regardez ma photo de l'époque. J'ai le visage beaucoup plus rond qu'à l'heure actuelle. Hmm. Donc, j'avais un petit surpoids qui était pas énorme, mais qui était suffisant pour commencer à développer de la résistance à l'insuline. Donc, ça, c'est mon livre 4 en passant, là. Euh, OK. et qui m'a pris quand même, en fait, hein, ça a pris un peu plus qu'un an avant que je revienne complètement à la normale, après avoir coupé énormément les glucides, justement, de mon alimentation, après avoir mis en application le jeûne, après avoir recommencé à faire plus d'activité physique. Donc, j'ai vraiment fait un tournant important écoutez, en appliquant carrément mes recommandations. C'est un peu drôle à dire, mais j'essaie de m'écouter à travers tout Ouais. ça. T'es l'expert, donc tu dois l'incarner, hein, pour être crédible. Ouais, mais ce que j'explique aux gens, c'est qu'on est tous à quelque part dans un processus d'amélioration continue au niveau des habitudes de vie. Puis Oui. on devrait avoir cette considération-là de toute façon pour toute notre vie. Hmm. C'est que la santé, c'est une façon de voyager, c'est pas un objectif à atteindre. Techniquement, on Mhm. n'atteindra jamais ça. Puis on peut toujours donc avoir des facettes à améliorer. Et c'est ce que j'enseigne beaucoup. Dans mon 5e livre, je vais vous donner carrément un protocole, parce que mon 5e livre va être mon protocole longévité. Vous allez avoir carrément un protocole, en fait, pour cheminer à travers ça, puis vous améliorer d'année en année, en considérant vraiment toutes les facettes. Mais la première, j'insiste, là, c'est vraiment le fait de rétablir votre santé métabolique. Bon, c'est quoi la santé métabolique, Oui. hein? Avant tout, c'est de pas avoir de résistance à l'insuline, là. Ce qui OK. est très rare dans la population, pas être en train d'en développer, c'est d'avoir une bonne flexibilité métabolique. Comment on le sait? Ben, si vous êtes capable de vous entraîner très fortement à jeun, genre aller courir 2 kilomètres là, avec une très bonne intensité, là, à jeun sans avoir rien mangé ou encore fait de la musculation, etc., sans ressentir aucun étourdissement des hauts de cœur ou quoi que ce soit, vous êtes en bonne santé métabolique. Vous avez une bonne flexibilité métabolique. Quand vous êtes capable de faire ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ben vous êtes à quelque part dans le continuum, en fait, si vous voulez, de la résistance à l'insuline, là, qui mène en fait à de la prise de poids, de l'hypertension, dérèglement des lipides sanguins, etc. OK. Mais bon, il faut Fait que rétablir la vraiment, santé. la santé métabolique, là, c'est vraiment comme un lien avec les hormones et le poids, si je comprends bien, là. Oui, oui, ben, tout ce qui a trait à la gestion des glucides, en fait, des lipides sanguins, le bon fonctionnement du corps Puis humain. les gens, par exemple, là, je me permets de poser des petites questions simples, là, parce que nous, on n'est pas spécialistes comme toi. Ce qu'on appelle l'hypoglycémie, là, tu sais, comme moi, la première, là, ça va. Moi, je suis capable maintenant de faire un peu plus de jeûne intermittent sans me sentir mal, mais ça m'a pris du temps. Donc, les gens qui font comme que leur tempérament change, viennent quasiment ben, très irritables, fatigués, ils shake parce qu'ils ont pas mangé. Ça veut dire qu'il y a une résistance à l'insuline, si je comprends bien. En fait, écoute, ça, c'est compliqué, là. Il peut y avoir différents types d'exemples de ça, dont il y en a certains qui sont difficiles à comprendre même, mais souvent, oui, c'est de la résistance à l'insuline. C'est qu'il faut maintenir toujours l'apport en glucose de façon suffisante parce que le corps a oublié comment faire pour générer lui-même. Fait que souvent, tu sais, moi, ce que j'explique généralement, c'est que dans la flexibilité métabolique, on devrait considérer qu'il y a 3 niveaux. Le premier, c'est la capacité à libérer de glycogène. Normalement, le corps humain ne devrait jamais manquer de glucose, hein. Le foie devrait libérer la réserve de glycogène graduellement. S'il le fait pas, c'est parce qu'il a perdu le réflexe de le faire, parce qu'on le fait jamais, parce qu'on mange tout le temps. Et là, il faut Hmm. comprendre hein, que on n'est pas un animal qui est fait pour manger tout le temps. C'est la première des problématiques. En fait, honnêtement, l'être humain n'est pas fait pour manger 3 repas par jour tout le temps, avec surtout pas avec des collations à travers ça. On n'a pas évolué comme ça. Pendant des centaines de milliers d'années, on n'est pas fait pour ça. Fait que ça, c'est carrément, ça cause énormément de problèmes. Et ceci étant dit, on a beaucoup de gens, comme par exemple mon ami Jean-Yves Dionne, hein, qui faisait de l'hypoglycémie il y a longtemps, qui s'est rendu compte qu'en améliorant son alimentation, puis en se tournant vers une alimentation plus réduite en glucides, un peu plus, même cétogène, en fait, dans son cas, il va quand même un peu plus loin. Ouais. Il a carrément rétabli son organisme, il fait plus d'hypoglycémie jamais. C'est
Et là, il s'est rendu compte qu'il est capable de jeûner aussi sans aucun problème. Il Ouais. commence à l'implanter dans ses habitudes de vie. Il y a 4 à 5 ans de retard sur moi là-dedans. Là. Mais on en rit ensemble, justement, parce que bon, lui aussi, en fait, améliore constamment en fait ses habitudes de vie. Là. Fait que c'est Mais ça, fait c'est que un c'est bon vraiment une exemple. question d'avoir accès aux bonnes informations parce que j'ai une personne qui nous a éduqués à ça, on s'entend. Puis quand tu parlais de l'alimentation, les collations, on a été éduqués, il faut absolument prendre un gros déjeuner, prendre des petites collations. À l'école, c'est ça qu'on a appris, là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas naturel pour les gens de penser au jeûne. Puis encore là, le jeûne est un bien grand mot qui peut faire peur à bien du monde. Je sais pas si déjà dans cet aspect-là, je sais que tu as comme plein d'autres points à nous parler aussi, là pour la longévité, mais mettons par rapport à l'alimentation, le jeûne, tout ça, as-tu comme quelque chose en particulier à partager avec nous par rapport à ça? Oui. Puis Oui, en le fait, jeûne. pour compléter, parce que j'ai pas mentionné les deux autres étapes de la flexibilité OK, OK, oui, métabolique, il y en a peut-être qui sont en train de se dire c'est quoi, là. Le premier, c'est la capacité du foie à libérer de glycogène. Le deuxième, c'est la oui. capacité de notre masse adipeuse à libérer de triglycérides en circulation sanguine pour que le foie les recapte, en fait, pour faire les cétones. Et le OK. troisième, c'est d'être capable de faire ça suffisamment rapidement pour pas avoir aucune baisse d'énergie nulle part, même si vous faites vraiment de l'activité physique de très haute intensité soutenue une grande période de temps. Moi, je suis à ce niveau-là, en fait. Moi, je vois plus de différence nulle part, même si j'ai rien mangé de la journée, que je m'entraîne très Ah oui. fortement. Mais non. Et ceci étant dit, donc, pour répondre à ta question sur le jeûne, Oui. on est fait, on est créé pour faire pour l'alimentation à temps restreint ou en fait le jeûne intermittent. Ça, c'est très clair en tant que tel. Et Mhm. quand on se met à jeûner, on reprend aussi un meilleur contact avec notre alimentation au niveau autant de l'appétit que de la satiété. On va ressentir la satiété plus rapidement. On va avoir une meilleure impression au niveau de notre appétit. Curieusement, elle va baisser. Ça, les gens pensent en fait que ah oui, mais là, si je mange pas, mais avoir bien trop faim, puis gna gna gna, c'est complètement le contraire, en fait. OK, Et OK. ça, souvent, ils se sont fait bourrer la tête de conneries, justement. C'est que si Oui. vous avez trop faim tout le temps, c'est justement parce que vous mangez tout le temps. Ah ouais, c'est ça. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Hmm. Fait que les gens qui jeûnent font de l'alimentation à temps restreint comme moi, ils se ramassent que finalement, on a moins faim qu'on avait faim auparavant. Puis quand on a faim, en fait, on s'en rend compte de façon plus consciente. Et quand on mange moins longtemps parce que l'effet de satiété est plus évident. Donc, tous ces bénéfices-là sont gérés par tout un paquet d'hormones, en fait, dans le corps, hein, Ouais. qui réapprennent, en fait, à bien fonctionner parce qu'on n'était pas fait pour manger tout le temps. C'est aussi simple que ça, là. Les Et gens là, qui veulent se faire ouais. accompagner, parce que là, on apprend plein de choses avec toi aujourd'hui, mais est-ce que tu conseilles, bon, qu'ils lisent tes livres, tout ça, mais qu'ils voient peut-être un naturopathe, leur médecin, tu sais, parce que c'est quand même tout un univers, là, d'apprendre à changer nos habitudes, puis de vivre avec l'inconfort aussi de la transition, là, quand on n'est pas habitué à ce Ouf, je nouveau, te dirais que écoute, il suffit d'y aller graduellement. Là. On a-tu vraiment besoin de quelqu'un qui nous apprendre à manger puis nous apprendre à pas manger? hmm, Techniquement, non. Il suffit d'y aller graduellement, de l'implanter dans nos habitudes de vie puis de comprendre que c'est une façon de vivre, tout simplement. ok, Et ça se fait très simplement. Faut penser, ok, quand les gens commencent, là, puis les commentaires que j'ai tout le temps, c'est que c'est bien plus facile que je pensais. Ben, c'est ça. ok. Parce qu'on s'est tellement fait bourrer la tête de conneries, là. Puis là-dedans, en fait, en passant, je vous fais une petite parenthèse sur la question des risques et des troubles alimentaires. Tant qu'à moi, d'avoir plein de monde aujourd'hui qui se sentent obligés de manger 3 repas par jour, même quand ils n'ont pas faim, ça, moi, je mettrais ça dans la catégorie des troubles alimentaires, puis on l'a volontairement causé, ça, en expliquant aux gens de manger tout le temps, en fait, pour contrôler l'appétit. C'est complètement ridicule. Fait que tant qu'à moi, le risque de créer des troubles alimentaires, parce qu'il y en a quand même un avec le jeûne, faut pas, parce qu'il y a un outil qui pourrait éventuellement causer un trouble à quelconque, en fait, carrément le bannir puis jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire attention à ce réflexe-là. Là. Tant qu'à moi, on a beaucoup plus de troubles alimentaires aujourd'hui de gens qui semblent obligés de manger puis qui mangent même s'ils n'ont pas faim, que Ouais. ce qu'on en aurait si on les apprenait finalement à porter réellement attention à leur appétit, à utiliser intelligemment l'alimentation à temps restreint. Je suis certain qu'on aurait des meilleurs résultats. Donc, c'est une erreur qu'on a faite en poussant les gens dans cette Oui. direction-là. C'est une question d'habitude, là, comme je disais. Ceci étant OK. dit, si tu veux le deuxième point, en fait, parce qu'on là, on n'a fait rien qu'un, si tu veux pas Ah que oui, ça dure c'est ça, il y en 4 heures, a encore 9. développer la personnalité des centenaires. Là, je vous l'ai dit, j'essaie de le mettre en fait en perspective dans un ordre de priorité. Donc, un, rétablir la santé métabolique. Deux, développer la personnalité des centenaires. Pourquoi, en fait? Parce que les études ont montré très clairement, un, que tous les centenaires ont le même genre de personnalité. Ah ouais. C'est des gens qui ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, qui sont relativement extravertis, qui sont consciencieux, qui sont fondamentalement positifs. Ah ben, les gens qui, hier, on avait justement une conférence extraordinaire, hein, parce que j'étais à l'origine aussi des conférences du jeudi soir, là, présentées par Avril et Vitali, là. Il y en avait OK. une hier soir avec Christine Michaud, qui nous parlait de l'importance du bonheur pour la santé humaine.
Et écoute, c'était vraiment excellent, honnêtement. Mais tous les paramètres qu'elle a présentés, en fait, qu'il faut considérer, dans le fond, pour augmenter nos chances d'être heureux, correspondent exactement aux paramètres du type de personnalité des gens centenaires. Et ce qu'on démontre d'un point de vue scientifique, c'est que les gens qui ont ce type de personnalité-là, ça vient comme une espèce de package tout inclus. Ils acquièrent une très grande facilité à améliorer l'ensemble de leurs habitudes de vie par la suite. Fait que c'est comme acheter un char tout équipé. Hein, si vous voulez. Et donc, c'est la première chose, moi, que je vous dirais à laquelle on devrait s'attarder. Techniquement, on devrait apprendre ça à tous nos enfants, au moins au secondaire en tant que tel. Que la personnalité, ça se développe, en fait, puis qu'il y a des gros avantages à marcher dans cette direction-là, autant pour une question de longévité que pour une question de qualité de la vie sociale, de gestion du stress, Ouais. d'amélioration des habitudes de vie en général. Mhm. Donc, Ouais. c'est mon deuxième conseil. C'est sûr que c'est Donc, pas les évident. aptitudes au bonheur, si on veut, mais tu sais, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a la même façon d'exprimer ses émotions, tout ça, puis c'est pas tout le monde qui est extraverti, mais il y a des bases, j'imagine, qu'on peut apprendre pour être plus épanoui, peu importe dans quelle couleur ça s'exprime dans notre personnalité, là. Ouais, puis ça se développe, en fait, c'est ça, c'est que la personnalité, ça se développe, puis même la question des émotions, en fait, il faut comprendre que le cerveau, je vous ai dit, moi, je suis un tripé de biologie, là. Le cerveau humain est une machine vraiment extraordinaire. Euh, qui va créer automatiquement les chemins nécessaires pour utiliser les nouvelles émotions quand on apprend 100%. à s'en servir. Donc, c'est un truc, on aurait pu passer 1 heure à parler juste de ça, le développement de la Ah oui. personnalité, parce que c'est une des choses les plus difficiles à faire, en fait, de changer des Mhm. traits de personnalité, c'est extrêmement difficile. Mais Mhm. ça se fait. Puis, en fait, le point le plus important pour réussir à changer un trait de personnalité, c'est qu'il faut être fortement convaincu qu'on a besoin de le faire. Fait que souvent, les situations dans lesquelles on voit ça, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir un diagnostic de cancer. Fait qu'en conférence, souvent, je le dis aux gens, je dis, parce qu'on va voir des gens qui ont un diagnostic de cancer qui vont changer littéralement du jour au lendemain, ils sont beaucoup plus humains, ils font attention aux gens autour d'eux. Pourquoi? Altruiste. Parce qu'ils sont en train de se dire que les jours sont peut-être comptés, C'est en ça, fait, puis qu'ils exactement. veulent profiter de la vie. Ben, techniquement, moi, ce que je dis aux gens, vous l'avez tout, votre diagnostic de cancer en passant. On en combat tous les jours, vous le voulez, je vous le donne. Ça vous prend ça, en fait, pour réussir à vous améliorer, ben bingo, vous l'avez. Tu Ouais. comprends? Ouais, ouais. De pas prendre la vie pour acquis, là, 100%. C'est juste que quand on est au pied du mur, on se rend plus compte de la préciosité de la vie. C'est peut-être pas tout le monde qui a l'aptitude au bonheur à se développer, mais tout le monde peut développer, de réaliser à quelque part que la vie n'est pas acquise, tu sais, puis de développer des outils pour améliorer leur qualité de vie. Fait que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, hein, puis qu'on donne des trucs aux gens, puis qu'on on est passionné là-dedans. Parce que c'est Ah important. ouais, puis je dirais que les gens, c'est parce que souvent, ils ont tendance à considérer qu'ils ont du temps. Ouais, Et on n'a peut-être pas tant que ça du temps, en fait. Faites attention, là. Il y ouais, a ouais, des ouais. affaires. Hier, en fait, Christine nous disait qu'elle a perdu l'été passé sa meilleure amie, son amie magique qu'elle appelait, en fait, j'aime bien le terme, là, OK. qui la faisait sentir comme chez elle, partout où ce qu'elle était avec. Mais Hmm. en 5 semaines, c'est quelqu'un qui malheureusement développait un cancer fulgurant et est parti en 5 semaines. Fait que ça arrive à plein On de le gens qu'on sait connaît, là. jamais, dans le Du fond. temps, on n'en a peut-être pas, hein. Réfléchissez à ça tout le temps. Ouais, ouais. Et mon troisième, c'est avoir une vie sociale de qualité. En fait, la vie sociale de qualité, quand on sépare tout, bon, là, c'est le réflexe du chercheur ici, là. Quand on calcule tous les impacts en biologie de toutes les facettes des habitudes de vie, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, en fait, etc., le facteur qui va avoir le plus gros des impacts, on parle d'au moins 15 ans d'explication de l'espérance de vie humaine, est relié à la qualité de de votre vie sociale. C'est vrai. 15 ans. Donc, on aura au moins une différence de 15 ans entre l'espérance de vie d'une personne vivant seule versus une ayant un grand cercle d'amis, en fait, mais de Mon l'amitié Dieu. de qualité. Fait que ça, honnêtement, ça dépend juste de nous, en fait, de décider de le mettre en application, de s'ouvrir à avoir une vie sociale de qualité et de reconnaître les gens avec qui on peut l'avoir, en fait. Mais c'est quand même, c'est très simple à faire. Mhm. C'est ça. Parce que les gens, qu'on on pense à la longévité, ils pensent beaucoup à l'alimentation puis au sport, mais on voit qu'il y a vraiment des facteurs globaux beaucoup plus larges que seulement le corps, finalement. Ouais, ben en fait, c'est quand on regarde l'implication de certains facteurs sur nos habitudes de vie, on se rend vite compte qu'il y en a des beaucoup plus importants qu'on aurait pensé. Puis mon quatrième, en fait, conseil en est un. C'est bien gérer le stress à la qualité du sommeil. Ouais. Il y a des gens qui négligent ça. Entre autres, bon, on a beaucoup de gens dans la population qui vont utiliser pendant 20 ans des médicaments pour aider à dormir. C'est pas bon. Très pas Ah bon. oui. Il y a beaucoup de ces médicaments-là qui augmentent les risques d'Alzheimer et de démence en vieillissant. Un.
Mais deux, c'est que vous n'avez pas un sommeil pleinement réparateur, en fait, puis récupérateur à utiliser des médicaments pour dormir. Il y a des alternatives naturelles, entre autres, j'en ai commercialisé moi-même deux, qui sont les deux plus gros vendeurs de la gamme. Et pour vous donner une idée, si c'est les deux plus gros vendeurs de la gamme, c'est pas pour le fun. C'est parce que ça fonctionne très bien. C'est Vitali Sommeil et Vitali Stress Anxiété. Donc, la question de l'amélioration de votre sommeil, si vous avez des problèmes de sommeil, là, c'est sûr que du côté de la supplémentation, c'est la première affaire à adresser. Il faut Ouais, savoir qu'une personne de 50 ans, comme à mon âge, je vais avoir 50 ans cette année, une personne de 50 ans qui dort 5 heures et moins par nuit a 2 fois plus de risque de faire une crise cardiaque pour les 20 prochaines années. ouais. C'est une augmentation de risque aussi importante qu'un fumeur ou un diabétique de type 2. C'est énorme. Fait Oui. que les problématiques causées justement par les problèmes de sommeil, puis bon, là-dessus, je vous épargne toutes les problématiques reliées même au métabolisme humain, parce que tout le métabolisme est mêlé, en fait. Quand on a des problèmes de sommeil, on a un très mauvais métabolisme, on risque de prendre du poids, etc. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment une facette aussi extrêmement importante en lien avec la longévité. OK. Et cinq, en fait, tu en as parlé un petit peu tantôt, je n'ai glissé un mot, la question de l'activité physique, en fait, c'est que moi, j'irais un petit peu plus loin sur la question de l'activité physique en vous disant qu'il faut faire de l'activité physique de longévité. OK. Et qu'est-ce que c'est au juste? Ouais. Parce Qu'est-ce que c'est? qu'actuellement, on nivelle souvent par le bas, hein, parce que les gens, ils aiment pas ça, se faire dire qu'il faudrait qu'ils fassent plus que ce qu'ils font actuellement. Puis bon, on va Ouais. encourager les gens à faire déjà un petit peu, c'est mieux que rien. Ben, je comprends, là. Oui, la marche, c'est bien. C'est bien la marche. Mais c'est Ouais. pas une activité physique de longévité, honnêtement. En OK. fait, hein, c'est que oui, ça va vous Mais amener à c'est être mieux plus que rien quand santé. même. Hein? C'est mieux que rien du tout quand même. Oui, c'est mieux que rien. Mais c'est là où moi je fais une différence entre des saines habitudes de vie et des habitudes de vie optimisées pour la longévité. Moi, si vous voulez être en santé, ben c'est correct, allez marcher. Oui, oui, garde. Maintenant, si vous voulez optimiser vos chances de devenir centenaire, ça va prendre plus que ça. OK. Et là, ça prend à la fois de la musculation et de l'activité physique de haute intensité. C'est ça pour moi de l'activité physique de longévité, c'est de faire un tout. C'est d'être actif régulièrement physiquement. Donc, ça compte, oui, la marche, mais le fait de tondre le gazon, le fait de planter des fleurs chez vous, le fait, tu sais, d'être actif dans votre vie régulière, tout simplement, la danse sociale, n'importe quoi, en fait, là, ça compte. OK? Toutes les pas que vous faites d'une journée, ça compte. Mais outre ça, il faut y mettre aussi de la musculation, donc des exercices contre résistance et de l'activité physique de haute intensité, en fait, pour volontairement, à l'occasion, amener vos mitochondries en anaérobie. Parce que ça maintient le niveau d'activité de santé des mitochondries de façon beaucoup plus importante qu'être juste un petit peu actif. T'sais. Fait que Ouais. techniquement, il faudrait se rendre là, mais l'activité physique de haute intensité, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Mona, il y a eu une étude qui a montré que 3 fois 20 secondes, ouais, d'activité physique intense, on parle de 250% de la capacité moyenne. T'sais, autrement dit, tu es à la limite de ce que tu es capable de générer comme effort. Ça peut être un sprint, OK? Ou en fait, là, dans l'étude, c'était sur un vélo, donc il faisait pédaler les gens au maximum qu'ils sont capables de donner pendant 20 secondes. Il lui donnait, mettons, 30 secondes de récupération, il recommençait 3 fois d'affilée, OK? Et ça, Mhm. 3 fois par semaine, on a montré en fait que c'est des bénéfices égaux, équivalents à 45 minutes d'activité physique modérée. C'est énorme l'impact. Fait que c'est pas si Bon. difficile que ça. Il suffit Ouais. d'introduire ça finalement dans ce que Mais c'est vous parce que faites. les gens, des fois, ils savent pas par où commencer, ils voient ça trop gros, comme moi, par exemple, je suis pas sportive du tout. Bon, ben, on voit ça trop gros. Mais j'ai l'impression que là, quand tu nous le mets comme ça, décortiqué, c'est 20 secondes, 3 fois, c'est moins pire, là. Parce qu'on voit Ah ça comme oui, accessible, on voit ça comme, faut être un athlète, faut aller au gym à tous les jours puis forcer pendant 1 heure, là. Je pense que c'est le fun que tu le rends plus accessible comme ça, là. ah oui, ben tu sais, ça peut être de se dépêcher à monter des escaliers, ça peut être de vous aimez aller marcher, vous allez marcher, mettons, 1 heure chaque Sprint jour. un peu. Prenez le temps de faire 3 fois le 20 secondes. Faites attention pour pas vous aller trop loin, en fait, puis vous faire une crise cardiaque, là. Et techniquement, votre capacité de toute façon à faire ça va augmenter graduellement, puis ça va être extrêmement motivant aussi, en fait, Mhm. d'améliorer vos capacités en se faisant, là. Ouais, ben c'est ça, puis il faut intégrer le plaisir, puis il faut savoir pourquoi on le fait, tu sais, à quelque part. Parce que c'est ça, c'est une question de discipline aussi, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Là, quand on comprend pourquoi avec toi, on dirait que c'est plus motivant, en fait, Ouais, là. puis en fait, si vous voulez une compréhension un petit peu plus approfondie au niveau de la biologie, c'est quoi la différence? C'est que nos mitochondries, on parle beaucoup de la santé des mitochondries, surtout en lien avec la longévité, hein, ça a un grand intérêt. Quand moi-même j'ai fait mon baccalauréat, on considérait les mitochondries comme un organite passif, en fait, comme nos usines de production d'énergie qui sont dans chacune de nos cellules du corps humain. OK? C'est aussi simple que ça. Quand je parle d'un organite passif, c'est peut-être une usine qui, à la demande, produit l'énergie. On s'est rendu compte avec le temps que c'est pas ça pantoute, en fait. Hein. Les usines en question,
C'est comme une entreprise indépendante à l'intérieur de nos cellules qui décide d'un paquet d'affaires. Et si vous en prenez pas soin, vous allez vous ramasser avec des usines polluantes, tout simplement, qui vont accélérer malheureusement votre vitesse de vieillissement et qui va décider de mal vous défendre contre le cancer. Parce qu'écoutez bien ça, en fait, un de nos mécanismes les plus importants de défense contre le cancer, un mécanisme naturel, en fait, qui passe par la protéine P53, est activé par les mitochondries. Fait que si vos mitochondries sont en mauvaise santé, par hasard, vous allez mal vous débattre, en fait, contre le cancer et vous risquez, en fait, vous allez augmenter les risques de cancer. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'activité physique a autant d'impact sur les risques de cancer. C'est probablement à cause de la santé des mitochondries. Donc, les mitochondries sont finalement comme je vous ai dit, on devrait le considérer comme une entreprise indépendante qui, si vous vous en occupez pas, graduellement, en fait, elles vont devenir de plus en plus polluantes et désuètes. Si vous voulez garder des usines ultra performantes qui fonctionnent très bien, qui sont moins polluantes, puis qui sont extrêmement bénéfiques pour votre santé parce qu'ils vont stimuler la production aussi antioxydante de vos cellules, ben, il faut les stimuler. Comment on les stimule? L'activité physique intense, quand on les sort de leur zone de confort, en fait, lorsqu'on les oblige à produire de l'énergie en anaérobie, on les stimule beaucoup, on stimule la santé des mitochondries quand on fait ça. Donc, il y a différentes façons, finalement, de stimuler la santé des mitochondries, mais c'est une bonne idée en tant que tel en vieillissant. Mais si vous faites pas d'activité physique, là, oubliez encore là, parce que là, il y a plein de gens qui vont dire, ils vont taper sur Internet, trouver des suppléments des mitochondries, oubliez ça. Si vous faites pas d'activité physique, vous faites pas d'activité physique intense, vous faites pas de jeûne. Le jeûne aussi est extrêmement intéressant, parce que là, on oblige les mitochondries à produire de l'énergie d'une autre façon, aussi, avec une autre source, tout simplement. Donc, c'est la façon, c'est d'y aller dans une approche pulsée. Et là, vous allez voir, dans mon 5e livre, je vais beaucoup parler de l'approche pulsée, OK. où ce qu'on fait pas toujours la même chose, puis on oblige justement le corps à toujours s'adapter pour maintenir au mieux toujours ses capacités, ce qu'on devrait appeler de la robustesse en biologie, tout simplement. OK, OK, c'est super intéressant. Super, alors on était rendu à quel point? 6. 6, Parfait. c'est rester actif sexuellement. OK. Et, c'est drôle, ça, c'est un peu plus une question philosophique, mais qui prend des racines, en fait, du côté de la biologie. C'est que techniquement, en fait, théoriquement, tout ce qui ne sert pas en biologie disparaît. Puis là, je suis pas en train de vous dire que vos organes sexuels vont disparaître si vous en servez pas. C'est pas ça l'idée. C'est juste que, euh, comme dans le corps humain, en fait, si vous arrêtez, comme par exemple, si vous mangez tout le temps, là, vous allez perdre la capacité de libérer vos réserves de glycogène, en fait, puis votre santé métabolique, vous allez finir par développer de la résistance à l'insuline parce que le corps a plus besoin de certains systèmes, il va arrêter de s'en servir. Ben, ultimement, la raison ultime, en fait, du corps humain d'être en vie puis de décider de rester en vie tout le temps, c'est sa capacité de se reproduire. C'est que techniquement, notre premier objectif de vie, d'un point de vue biologique, c'est de se reproduire. Ben, et une petite créature en santé est normalement une créature qui veut se reproduire. Fait que le fait de garder, en fait, cet effort-là ou de garder l'intérêt, en fait, pour l'activité a sûrement un rôle à jouer dans ce qu'on appelle le white power, en fait, si vous voulez, en chinois, dans la question d'être utile d'un point de vue biologique. Tu sais, Mona, on connaît plein de gens qui vont tomber malades quand ils prennent leur retraite parce que d'un coup sec, tout d'un coup, ils servent plus à rien. C'est ça. Le stress baisse, puis il va apparaître une maladie parce que on dirait que le corps laisse passer n'importe quoi parce qu'il a perdu son utilité. C'est un peu triste de regarder ça Ouais. comme ça, mais c'est ça qui Ouais. arrive. Fait que tant qu'à moi, le thème retraite devrait être banni, ça ne devrait pas exister. Au Mhm. pire, au mieux, on devrait avoir en fait des étapes dans la vie où c'est Ouais. une autre étape, où on va faire autre chose, on va se permettre un peu comme Jean-Yves, mon ami Jean-Yves nous dit, de carburer à la passion sans obligation de Ouais. rentabilité. Oh oui. C'est intéressant. De pas sentir qu'on est fini, là, qu'il n'y a plus de but à notre vie, Ah, là. c'est ça, on demeure utile. Ben, techniquement, ça, c'est vrai pour une question justement de considération d'engagement dans la vie. D'un point de vue biologique, c'est notre vie sexuelle, en fait, qui montre au corps humain Ouais. qu'on est encore utile et qu'on cherche encore à se reproduire, même si Oui. c'est pas vraiment vrai. On triche un peu. Ouais. C'est au niveau biologique, là, on comprend. Ouais. Le septième, en fait, mon septième conseil, c'est bien manger et rien manger. Hmm. Et là, Ouais. quand je parle de bien manger, là, il y a plein de monde qui me disent ah oui, mais je mange très bien. Puis là, tu poses deux, trois questions, tu te rends compte que de temps en temps, ils se tapent un repas que c'est juste des pâtes alimentaires. C'est zéro open bar, hein. En passant, si vous faites ça à l'occasion, que vous mangez un repas qui est juste des pâtes alimentaires, c'est mal mangé, mais totalement, là. C'est bien trop de glucides. La moitié de votre alimentation devrait être des légumes. Est-ce que vous atteignez ce point-là? Et si vous ne l'atteignez pas, la moitié de votre alimentation, puis là, je niaise pas, là, regardez toutes vos journées, jour après jour, toute la semaine. Est-ce que vous atteignez 50% de tout ce que vous mangez?
qui est des légumes. Si vous ne l'atteignez pas, dites-moi pas que vous mangez bien, OK? Un. Deux, si vous mangez beaucoup de glucides, vous mangez pas bien. Si vous mangez du sucre raffiné, ça c'est épouvantable, c'est aussi pire que fumer dans mon livre à moi, là. Ah ouais. Fait que on coupe le sucre raffiné, OK? Tout type de sucre raffiné le plus possible. Je dis pas qu'on peut ne pas avoir un écart une fois par année. Là, faites attention, l'écart pour moi, c'est pas une fois par semaine, là. Parce que si on dit aux gens, vous pouvez avoir un écart une fois par semaine pour vous faire plaisir, vous allez en avoir trois par semaine, tu sais. Fait que, il faut pas faire ça. De toute façon, c'est pas bon. Même rien qu'une fois par semaine, tant qu'à moi, il faut bannir ça. Que ça soit deux, trois fois par année, ça c'est correct, là. Faut pas exagérer, là, hein. On peut avoir un gâteau de fête, on peut avoir, un sundae une fois dans l'été. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment limiter ça le plus possible. Puis rien manger, c'est l'alimentation à temps restreint. Ou ce que je conseille à tout le monde, 16-8, 18-6, qu'on entend beaucoup parler, là, dans lesquels on mange pas pendant 16 heures ou 18 heures dans notre journée, puis on mange pendant 6 ou 8 heures. C'est pas mauvais, ça a déjà un bénéfice, mais c'est très limité. Autant que possible, tout le monde devrait viser à l'occasion à être capable, en fait, avec une certaine fréquence, de se rendre à 23 à 24 heures. De faire une journée, donc, dans laquelle on mange rien qu'une fois, ce qu'on appelle en anglais un nomade, one meal a day. En fait, parce que là, vous allez commencer à activer, en fait, les mécanismes de libération des réserves de graisse, que c'est important de les activer à l'occasion, sinon vous allez perdre la capacité de le faire. Puis là, pourquoi il y a du monde qui sont plus capables de perdre de poids? C'est ça. Ils ont développé de la résistance à l'insuline, puis la réserve de graisse, la porte est barrée. La façon de finir par redébarrer la porte, c'est ça. C'est de forcer le corps à aller chercher la réserve de graisse, puis le jeûne va vous y amener. Donc, une fois que vous avez développé une bonne flexibilité métabolique, comme moi, par exemple, de faire un 24 heures, moi, j'en fais 3 puis 4 fois par semaine des 24 heures. De faire un Ouais. 24 heures, ça va maintenir la porte débarrée. Mais des fois, pour certaines personnes, il va falloir faire un 36, 48 heures pour finir par réussir à débarrer la porte en question, en fait, pour renverser la résistance à l'insuline. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, j'en parlais au début, là, de Ouais. rétablir votre santé métabolique, mais faut garder la porte débarrée aussi. J'imagine qu'il faut y aller aussi avec notre capacité, notre confort, tu sais, parce que quelqu'un qui est habitué à manger 3 repas puis 4 collations, ça pourrait être intense un peu. Moi, je m'imagine pas faire tout de suite 24 heures, mais intermittent, ça peut être un bon début. Mais tu conseilles quand même de monter la marche puis d'aller vers 24-48 heures. Puis toi, tu dis que ça serait bon à toutes les semaines ou juste de manière sporadique. Comment tu vois ça? En fait, moi, je fais des 24 heures, 3 puis 4 fois par semaine, puis je fais des 3 jours, 4 fois par année, à toutes les saisons. Donc, puis OK. c'est ce que j'encourage les gens à faire, puis à réussir à développer, à finir par le faire. Puis dans mes 24 heures, généralement, je vais m'entraîner pendant la période de jeûne. Puis dans Ah les ouais. 3 jours que je vais faire de jeûne, je vais m'entraîner tous les jours, les 3 jours en OK. question, pour volontairement pousser plus loin la flexibilité métabolique. J'ai appelé ça un jeûne flexibilité plus. Mais techniquement, en fait, hein, vous avez rien qu'à le faire sur une période d'un an et demi. Moi, c'est ça que j'ai fait, non? C'est que je l'ai fait graduellement, où j'ai augmenté la période de temps sans manger graduellement pour venir qu'à être facilement capable de faire des 24 heures assez régulièrement. Puis après ça, je me suis mis à faire des 3 jours, où là, en faisais un par saison. Je me suis mis à m'entraîner dans la période de 24 heures. Donc, j'ai des conférences là-dessus, si ça vous intéresse, hein, sur notre plateforme de conférences, qui est en fait la conférence, les deux conférences les plus vendues, c'est les deux conférences que j'ai données sur le jeûne, en fait, qui sont sur la plateforme. C'est fou parce que ça défait plein de croyances, là. Je sais pas, les gens, on dirait, moi la première, on pense que jeûner égale j'ai moins d'énergie, il faut que j'économise mon énergie, il faut que je me repose. Toi, tu dis que c'est le contraire, tu jeûnes puis tu te dépenses en même temps. Ouais, ouais, parce qu'en fait, le corps, on a beaucoup de bénéfices santé euh, qui sont promus, en fait, par le fait que le corps comprend qu'il y a un déficit en Ouais. énergie. Mhm. Puis bon, sachez on peut pas, on peut pas complètement avoir les mêmes résultats, mettons que le jeûne, si on dépense plus d'énergie par l'activité physique, ça marchera pas. Il faut ne pas avoir mangé. Et si vous n'avez pas mangé, le corps va calculer le déficit énergétique dans le fait que, un, il y a plus d'entrée, puis deux, vous en dépensez. Plus que vous en dépensez, plus il va accélérer le processus. Fait que dans le fond, ce que moi j'ai montré avec mes données personnelles, là, puis que vous allez voir dans mon troisième livre, dans mon cinquième livre, excuse, c'est que c'est qu'on est pratiquement capable d'atteindre les résultats qu'on pourrait avoir sur une journée de plus de jeûne en 3 jours si on s'entraîne pendant les 3 jours. Puis il y a même des gens que ça va prendre jusqu'à 5, 6 jours de jeûne avant d'atteindre des résultats comparables s'ils font pas d'activité physique. Fait qu'on peut tout simplement. Puis là, il y a quand même un danger au jeûne d'aller trop loin de finir de perdre de la masse musculaire, par perdre de la masse musculaire. À Ouais. court terme, 3 jours, je pense qu'il n'y a aucun risque de perdre de la masse musculaire en passant, là. OK. Mais c'est juste que si vous voulez aller chercher les bénéfices que vous pourriez avoir d'un jeûne de 5, 6 jours en 3 jours, ce qui va être beaucoup plus sécuritaire et plus facile à faire, entraînez-vous pendant la période de 3 jours, tout simplement, quand même très fortement chaque jour. Et vous OK. allez arriver au même résultat. Il y avait des petites questions, là, je me permets de les adresser. Ben, Marie-Ève Tremblay, qui est naturopathe, que je connais super bien, qui parle beaucoup d'hormones, de santé, dit, peut-être que tu la connais aussi, je sais pas.
Combien de fois par mois suggères-tu de jeûner plus de 24 heures? Ben là, je pense que tu avais quand même pas mal répondu à ça. C'est 3, 4 fois par semaine, en fait, que je fais ce que moi j'ai appelé des journées longévité, en fait. Hein. Oui. Dans les conférences, je donne le détail de ça parce que j'inclus là-dedans, en fait, la prise de géro-suppresseur, qui est ma 8e recommandation. Mais moi, je le fais 3 à 4 fois par semaine, en fait, hein, mes journées longévité dans lesquelles je vais C'est manger quand des même repas beaucoup, protéinés là. pour m'entraîner. Oui puis non, en fait, hein, c'est que c'est toujours sur semaine, jamais la fin de semaine. C'est très rare, en fait, là, parce que la fin de semaine, on garde ça pour la vie sociale de qualité puis la vie en famille. Ouais. Ça fait que normalement, c'est toujours dans la semaine pendant que je travaille. Puis non, tu sais, pour moi, c'est une habitude de vie. Je me sens très bien à faire ça. Techniquement, c'est assez simple. Je me lève le matin, je prends mon café, je me sieds à l'ordinateur, puis je travaille toute la journée. C'est aussi simple que ça. Fait que j'arrête pas pour manger, tout simplement. Tu ressens plus la faim? Non, je sens pas le besoin plus qu'il faut. Fait que de temps OK. en temps, comme un matin, j'ai mangé justement parce que j'avais fait déjà 2 OMAD cette semaine. Puis, puis on était en voyage comme au début de la semaine, c'est que cette semaine, on en fait rien que 2. Tu sais, je m'oblige pas à faire ça. Je suis la semaine comme ça va. C'est juste qu'habituellement, je vais en faire 3 ou 4. Cette semaine, on en fait rien que 2 à cause d'une question d'horaire. Mais un matin, j'ai déjeuné. Puis là, on est à midi, là, regarde, on est en train de sauter le dîner, puis je suis pas vraiment faim. Tu sais, Oui, ça me non, c'est dérange pas. ça. Ben, j'ai l'impression que plus qu'on le fait, plus qu'on devient tolérant, finalement, là. Oui, oui, c'est le contraire, en fait, c'est ça. Le monde pense qu'ils vont avoir. En fait, moi, ce que je dis souvent en conférence, c'est que vous devriez considérer que d'avoir faim, c'est bon pour la santé. Hein? Fait que l'idée de combattre la faim là, à tout prix, en fait, avec Oui, toutes oui, sortes de oui. trucs, c'est une aberration, c'est une mauvaise chose, en fait. Les gens qui vous enseignent plein de trucs pour combattre la faim, là, la meilleure façon, c'est justement de faire du jeûne parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir moins faim, tout simplement. Et vous allez prendre un meilleur contrôle, en fait, sur ce que c'est l'appétit, c'est Oui. quoi la faim, Oui, etc. oui. Je vous Moi, le des dis, fois, ça change j'entends beaucoup. des gens dire aussi, ben, je mange pas tant que ça, puis j'arrive pas à perdre du poids. Fait que pour toi, c'est parce qu'il manque l'aspect activité physique, puis j'imagine la qualité des aliments, là. La résistance à l'insuline. C'est que tantôt, OK. je vous l'ai dit, même dans mon cas, à moi, ça a pris plus qu'un an avant que je revienne complètement à la normale. Puis j'étais en train de développer de la résistance à l'insuline. J'étais pas loin dans le processus. Quelqu'un qui a pris beaucoup de poids, techniquement, il est résistant à l'insuline. Hein, à moins de pas OK. du contraire. Normalement, ces gens-là sont résistants à l'insuline. Ça va prendre beaucoup de temps à réussir à renverser ça. Fait qu'il faut y aller progressivement, il faut être patient, il faut considérer que ça va prendre du temps. Mais la meilleure façon, c'est encore le jeûne, en fait, hein, c'est de réduire la consommation de glucides au maximum. D'où, en fait, l'intérêt peut-être même pour certains de passer à l'alimentation cétogène pendant une certaine période de temps, en autant que ça soit bien fait. Hein. Faites attention parce que de l'alimentation céto-bacon, ça, c'est pas bon pour la santé. Oui. Mais de l'autre côté, le jeûne intermittent, en fait, ou le jeûne, bon, de 2, 3 jours, en fait, pour briser des plateaux, c'est très efficace. Et ça aussi, on a une conférence en passant sur la plateforme de mon ami Dino Alicas, Oui. qui en a parlé, parce que Dino a accompagné beaucoup de gens justement, qui était aux prises avec des plateaux, justement, comment faire pour renverser le plateau, etc. Là. Puis un exemple dans ça aussi qui est assez épatant, Jason Funk, en fait, que beaucoup de gens connaissaient, c'est le médecin de Toronto qui a fait connaître, qui s'est fait beaucoup connaître, en fait, suite au cas d'obésité. Donc, il a écrit aussi plein de livres. Il a parlé beaucoup de jeûne. Il y a un livre sur le jeûne, en fait, qui est très, comment je dirais, donc clinique. Mais c'est extrêmement intéressant. Il explique dans son livre, entre autres, qu'il a vu des gens qui ont commencé à perdre du poids après 14 jours. Il était tellement résistant à l'insuline, en fait, là, que ça a pris 14 jours avant qu'il commence à vraiment commencer à libérer réserve de graisse. Fait que, tu sais, ça se peut, ça, en fait, là. C'est, faut savoir qu'il y en a qui sont vraiment très résistants. Oui, oui, oui. OK, c'est super intéressant. Fait que dans le fond, comment les gens, monsieur, madame, tout le monde, peut savoir s'il est résistant à l'insuline, là, de manière pratique? Ben écoutez, le surpoids est un très très bon indicateur. Ils sont pas capables de reprendre un poids santé, c'est un très très bon indicateur. OK. Si vous n'êtes pas capable de vous entraîner à jeun, c'est clair. Parce OK. que l'entraînement à jeun, en fait, va dépendre de la capacité de votre foie à libérer de glycogène, qui normalement serait supposé de faire en claquant des doigts, ça c'est très rapide. Puis sur une période de plus de 24 heures, ben là, ça va dépendre justement de votre capacité à produire des cétones qui, elle, qui vient de la libération des réserves de graisse. Fait OK. qu'encore là, ça aussi, c'est un très bon indicateur. L'apparition des cétones facilement en circulation sanguine sur une période de jeûne va vous donner une bonne idée de si vous êtes résistant à l'insuline, si vous êtes capable de libérer vos réserves de graisse. OK, parfait. C'est assez aidant. Il y a Joanne qui dit si on a un cancer, est-ce bon de jeûner? Là, c'est sûr que c'est une question médicale. On fait attention à nos petits conseils Ouais, c'est médicaux. ça. Parlez-en à votre oncologue. En fait, puis encore là, écoutez, je vais me faire un autre plug. En fait, mon œil ici, c'est que on a une naturopathe au Québec qui s'était spécialisée sur la question. Bon, je dis c'était parce que
Ça fait déjà plusieurs années de ça. En fait, aujourd'hui, elle accompagne encore des cas, justement, de gens qui ont des cancers, qui veulent faire du jeûne, puis être accompagnés par des naturopathes. En fait, elle s'appelle Véronique Bourbeau. Elle a Oui, donné une conférence sur notre plateforme. On a la conférence de Véronique, en fait, sur l'alimentation cétogène et le cancer, qui, en fait, permet de comprendre que c'est pas bon nécessairement pour tous les types de cancers, la question de l'alimentation cétogène. Puis du côté du jeûne, il y a des applications qui pourrait aussi peut-être ne pas être bon dans un certain type de cancer. Il faut quand même faire attention. Mais honnêtement, il faut aller voir en fait les données de Valter Longo. Et là, la majorité des scientifiques, en fait, ici au Québec, sont même pas au courant de ces recherches, malgré le fait que le gars, ça fait 20 ans qu'il fait des recherches en fait sur l'application du jeûne dans le domaine du cancer. Et il est même président, en fait, hein, il est le dirigeant d'un des plus prestigieux centres de recherche sur le cancer à l'échelle internationale, qui est à Milan, en Italie. Donc, le gars s'appelle Valter Longo. Qui vient justement de sortir un livre sur le jeûne et le cancer. Fait que c'est quelque chose qui vous intéresse, là, quand je dis justement de sortir un livre, là, je pense que c'est hier ou avant-hier. C'est très, très, très chaud. Donc, tapez-les sur Internet, là, Valter Longo, fasting et cancer, vous allez le trouver facilement. parfait. Merci beaucoup. Mm. Donc, on était rendu au 8e conseil, je crois. Mon huitième conseil, c'est de prendre des géosuppresseurs. OK. Et là, ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est des molécules qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Ça a beaucoup d'impact, en fait, parce que tu as comme deux grands types de processus dans le domaine du vieillissement cellulaire qu'on a appris, entre autres, hein, des trucs de la biologie comparative, en fait, des espèces vivantes qui vivent extrêmement longtemps. J'en ai parlé un petit peu au début, là. Les espèces vivantes qui vivent très longtemps mettent habituellement en profit deux types de procédés, processus, qui sont d'un côté, en fait, ralentir la poussée de l'organisme à vieillir, le vieillissement cellulaire, le vieillissement primaire de l'organisme, et de l'autre côté, en fait, augmenter capacité de maintenance et de réparation. Et on a des molécules, des gyrosuppresseurs qui fassent un ou l'autre, en fait, ou les deux. Et avec l'Université Concordia, on a découvert justement des synergies vraiment incroyables. Donc, en plus d'avoir découvert les meilleurs gyrosuppresseurs démontrés jusqu'à maintenant, on a amélioré de 200 à 500 fois l'impact de ces gyrosuppresseurs-là, avec certaines synergies en particulier, dont elles que vous retrouvez dans Vitali bien vieillir. Et grosso modo, ce produit-là euh, stimule exactement les mêmes mécanismes que le jeûne. Le jeûne est sûrement l'activité que vous pouvez faire, en fait, l'habitude de vie que vous pouvez avoir qui a le plus gros impact sur vos chances de longévité, ça c'est clair. Mais si vous voulez pousser dans la même direction et aller plus loin, en fait, les mêmes mécanismes sont stimulés par les gyrosuppresseurs. Donc, de prendre des gyrosuppresseurs, ça fait énormément de sens. Et c'est ce que même Matt Keberlin, un Américain, en fait, un chercheur des États-Unis qui est très, très connu dans le domaine du vieillissement et de la longévité, a appelé, en fait, l'ultime médecine préventive. D'un article qu'il a publié en 2015, en fait, dans la prestigieuse revue Science, là. Keberlin, en fait, le titre de l'article, c'est The Ultimate Preventative Medicine. Ben, l'ultime médecine préventive, c'est le fait d'utiliser justement des gyrosuppresseurs. Ceux les mieux documentés, en fait, à laquelle vous avez accès actuellement, c'est ceux que vous allez retrouver dans la Vitali bien vieillie. Et là, je suis allé avec exactement une composition particulière qui a montré une très, très grosse synergie. Donc, d'un côté, on a l'extrait d'olive qui est dans tous les produits Vitali, qui est produite par une technologie brevetée directement en Espagne à partir des olives. C'est la composition spécifique que j'ai demandée suite aux études qu'on a faites, entre autres, avec l'Université Laval à l'époque. Et de l'autre côté, c'est un extrait particulier aussi du resveratrol, donc qui est une source naturelle qui vient de la renouée du Japon, qui vient aussi avec 6 autres molécules qui sont fort intéressantes. Donc, c'est vraiment une composition particulière qui est unique à nous. OK, fait que tu dis que c'est les produits Vitoli. Donc, je sais que tu as plusieurs produits. Les produits Vitoli, d'ailleurs, que tu as créés se retrouvent à travers toutes les pharmacies au Québec. Comment qu'on fait pour savoir lesquels prendre? En fait, ouais, j'étais à l'origine des produits Vitali et base. Initialement, on a créé la marque Vitali qui contient des gyrosuppresseurs. Tous les produits en contiennent. Avec le produit central de la gamme qui contient aussi la synergie particulière que je vous ai mentionnée tout à l'heure, en fait, qui s'appelle Vitali bien vieillir. OK. On a commercialisé en 2016, en fait, les produits Vitali qui se retrouvent dans plus de 2000 points de vente maintenant. Ça fait que vous les avez dans pratiquement toutes les pharmacies à grandeur du Québec, en Ouais, Ontario, au Nouveau-Brunswick. vraiment Et on hot. est en train de s'étendre dans le reste du Canada, en fait, avec les produits Vitali, entre autres dans la bannière Rexall actuellement, mais il y a d'autres bannières qui vont suivre. On est aussi dans beaucoup de magasins d'aliments naturels, dont les magasins Avril. Les magasins Avril au Québec sont les seuls magasins qui ont tous les produits, tous les formats sans aucune exception. Ils m'ont dit qu'elle allait continuer aussi hein, dans cette voie-là à rentrer tout ce qu'on va sortir au cours des prochains mois parce qu'on est en très, très forte croissance actuellement, honnêtement. Là. On est sûrement la compagnie dans le domaine des suppléments qui connaît la plus grosse croissance actuellement. Et Félicitations. on a sorti les produits bases.
Pour compléter l'offre, en fait, parce que base, bon, c'est l'idée derrière base, c'est l'essentiel au quotidien. C'est que techniquement, dans les suppléments, tout le monde, sans aucune exception, peu importe en fait vos problématiques de santé, vous devriez prendre des oméga 3, de la vitamine D, puis les gyrosuppresseurs que vous retrouvez dans Vitali Bien Vieillir. Ces trois-là, c'est les essentiels au quotidien auxquels on devrait ajouter au moins une boîte par saison, en fait, d'un probiotique de qualité comme base probiotique et ou au besoin. Parce que les probiotiques, il y a des gens qui vont avoir besoin d'en prendre de façon continue. Il y en a qu'une fois par saison, ça va être correct, ou lors d'un voyage, tout simplement, la prise d'antibiotiques, ça va de soi. Mais bon, là, ça, on a les quatre produits qui composent en fait l'essentiel à quoi on devrait s'attarder avant tout. Et outre ça, ben là, on y va pour les facettes qui sont les plus importantes pour chacun et chacune. Fait qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'écrivent et ils disent, Éric, qu'est-ce que tu penses de ce produit-là? Je pense jamais rien d'un produit quelconque si vous n'avez pas un objectif qui vient avec. OK? Moi, prendre des suppléments pour rien, là, ça m'intéresse pas. Fait que quand je parle de problématiques qui s'adressent à tous et chacun, ben une femme de 50 ans qui dort mal parce qu'elle a des bouffées de chaleur, c'est ménopause qu'il faut qu'elle prenne, c'est sûr, parce qu'il faut régler ce problème-là. En fait, ça va améliorer son sommeil, ça va améliorer son humeur, ça va améliorer l'ensemble, en fait, de sa qualité de vie. Ouais. Quelqu'un qui vit des douleurs chroniques, ben, on s'attarde aux douleurs chroniques. En fait, les gens qui ont des problèmes de sommeil, on va du côté du sommeil, la gestion du stress, etc. Donc, par la suite, on y va par ce qui est le plus important pour vous avant tout en termes de priorité. Et là, le reste, par la suite, dépend de jusqu'où vous voulez aller. Quand je parle du reste, en fait, là, c'est que moi, je mets là-dedans le collagène, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec le collagène? Les multivitamines. Ça peut faire du sens pour certains de prendre des multivitamines, mais pour moi, c'est pas une priorité. Avant, est-ce que vous avez adressé les autres facettes? Tu comprends, Mona, à quoi je veux en venir, Ouais. là? Ouais. Et que les autres types de produits que vous pourriez prendre, ils viennent après tout ça. Techniquement, c'est ça qu'on devrait considérer tout le temps en premier. Parfait. Génial. Je pense qu'il nous reste encore 2 points encore dans tes Oui, conseils. neuf, j'en ai parlé un petit peu sans en parler. En fait, c'est de moduler le système secondaire. Puis là, il y a plein de monde qui vont dire de que c'est, Oui. avec raison. Parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas. En fait, là, c'est moi-même qui ai utilisé le terme pour bien figurer qu'est-ce que c'est, en fait, que ces systèmes-là. Je vous ai parlé tantôt de robustesse en biologie que je vais définir plus dans mon 5e livre, en fait, avec l'approche pulsée. C'est que techniquement, on a beaucoup de systèmes dans le corps humain qui sont pas essentiels à la vie que on peut ne pas utiliser, mais qui techniquement ont tous un très très gros apport pour vous aider en fait au vieillissement en santé. J'ai appelé ça des systèmes secondaires, dont entre autres la capacité de produire des cétones. On peut vivre sans ça. Vous pourriez manger 3 repas par jour avec 2 collations toute votre vie. Vous allez vivre moins longtemps que vous pourriez vivre, mais vous allez vivre pareil. Le système secondaire, qui est la capacité de produire l'énergie différemment parce que vous manquez d'énergie, vous allez puiser dans vos réserves, vous produisez des cétones, c'est un système secondaire. Il y a beaucoup de bénéfices santé associés parce qu'il va stimuler en même temps tout un paquet de mécanismes de réparation. Donc, tous les systèmes secondaires de ce type-là, comme le fait de faire de l'activité en anaérobie, de l'activité de haute intensité, de l'activité physique, c'est un système secondaire aussi qui va l'activer parce qu'il va obliger la mitochondrie à travailler différemment et du même coup, elle va devenir plus robuste, en fait, en meilleure santé. Donc, il y a plusieurs autres, en fait, systèmes secondaires de ce type-là. La thermothérapie est un bon exemple. Quand on utilise la thermothérapie, soit le chaud ou le chaud va stimuler la production de protéines qu'on appelle les HSP, en fait, les Heat Shock protéines qui sont des protéines qui vont protéger en fait vos enzymes, une multitude de protéines du corps humain en fait de se déplier dû à la chaleur en fait puis de devenir dysfonctionnel. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ces protéines-là qu'on appelle souvent des protéines chaperon vont permettre de replier des protéines qui sont mal repliées. Fait que du même coup, vous allez réparer tout un paquet de protéines qui pourraient être endommagées dans votre corps en produisant tout simplement des outils de réparation que vous avez qui sont à votre portée, que là, vous allez produire en utilisant la thermothérapie. Donc ça aussi, c'est un système secondaire. C'est pas essentiel à la vie, mais c'est extrêmement intéressant et bénéfique, en fait, pour la longévité. Le froid va stimuler d'autres types de systèmes secondaires parce que là, encore là, il va sortir la mitochondrie ou va étirer sa zone de confort, comme dirait mon ami Jean-Yves. Parce que la mitochondrie, techniquement, ne veut pas gaspiller d'énergie pour produire de la chaleur. Elle veut pas faire ça. À moins que tu l'obliges à le faire. Fait que là, si t'es dans le froid, mais de façon assez importante, là, puis là, écoutez, je l'ai testé à de multiples reprises, hein, juste 30 secondes, 1 minute sous la douche froide, ça sera pas suffisant pour atteindre ce niveau-là. En fait, votre corps finit par comprendre qu'il y a un risque associé justement à de la perte thermique, un risque qui est suffisamment important pour qu'il prenne même la décision de baisser la fréquence cardiaque
parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure façon d'éviter de trop perdre en fait de chaleur. Et si vous êtes dans un bac de froid, d'eau froide, là, écoute, je l'ai testé plein de fois, entre autres au spa Eastman. Dans mon cas, moi, ça prend une minute et demie. Une minute et demie dans le bac d'eau frette, ma fréquence cardiaque va faire blanc d'un coup sec parce que le corps humain a compris qu'on est en situation de survie Oui. où il faut éviter de trop perdre de chaleur. Et automatiquement, il va aller normalement envoyer le message à vos mitochondries de faire ce qu'on appelle du découplage mitochondrial et de surproduire de la chaleur, même s'ils veulent pas le faire. Et ça, c'est un système secondaire aussi. Donc, tu comprends le principe. Dans mon 5e livre, je vais faire le tour, en fait, d'un paquet de systèmes secondaires en invitant les gens à considérer, dans le fond, de les stimuler à l'occasion parce que ça augmente la robustesse, tout simplement, du corps humain et nos capacités de faire face, en fait, aux défis de la longévité. Une façon de tricker un peu le corps pour qu'il fasse ce qu'on veut, finalement. Ben, c'est de maintenir la robustesse, effectivement. C'est que c'est drôle, hein? On n'a pas pensé. On pense à entretenir notre auto, en fait, à faire toutes sortes de trucs de prévention, même avec notre auto, mais on le fait pas avec le corps humain, en fait. Puis le Ouais. corps humain, ben, comme je l'ai dit au début, on peut considérer d'être en santé si c'est de l'absence de maladie. On peut considérer d'être en santé que c'est plus que l'absence de maladie. Puis on peut considérer d'optimiser la santé avec des certaines visées comme par exemple la question de la longévité, où là, justement, la robustesse en biologie fait énormément de sens. Et c'est dans cette optique-là, en fait, qu'il faut le considérer. C'est- Et là, mon dernier, Deuxième point, oui. tenir compte de la chrono-longévité. De que c'est, en fait, hein, c'est que tout l'ensemble des processus physiologiques du corps humain sont attachés à un cycle journalier circadien, en fait, qui prévoit la production des hormones, prévoit la création même de l'appétit, donc qui est finement régulé, en fait, au courant de la journée. Puis on peut tenir compte de ça pour aller chercher même des bénéfices supplémentaires de l'application de certaines habitudes de vie, comme entre autres le jeûne. Puis je vais te donner un exemple assez simple de ça que j'explique dans mon livre. En fait, j'explique aussi en conférence. Dans ma journée longévité, là, c'est que quand on est en jeûne, en fait, le corps va surproduire l'hormone de croissance. Et là, quand je parle de surproduire, c'est énorme, l'augmentation de production. Mais il faut considérer une affaire en passant, hein, c'est que la production, puis en fait, bon, t'as peu, recule. L'hormone de croissance en tant que telle devrait s'appeler l'hormone de la réparation. OK? Ce qu'on appelle le GSH devrait s'appeler l'hormone de la réparation, ou GH en fait en anglais, devrait s'appeler l'hormone de la réparation. Et l'hormone de croissance, ça devrait être l'IGF-1, qu'on a appelé l'insuline growth factor 1. Donc malheureusement, il y a comme une erreur en biologie ici, comme ça arrive. Et ceci étant dit, pourquoi? En fait, parce que l'IGF-1, il faut essayer de la limiter le plus possible, tandis que l'hormone de croissance, elle stimule les mécanismes de réparation, surtout si on est en présence qu'on n'a pas d'IGF-1. Et on produit l'IGF-1 quand on mange. Donc, autrement dit, si vous mangez pas, que vous avez une surproduction d'hormones de croissance, ça va être extrêmement bénéfique parce qu'elle va stimuler tous les mécanismes de réparation. Et c'est un mécanisme d'adaptation, en fait, face justement à des périodes de jeûne pour permettre au corps humain de garder, entre autres, sa masse musculaire. Et ça fonctionne très bien. Et sur une période même de 24 heures, on voit déjà une augmentation d'un facteur 2 à 5 de l'augmentation de la production d'hormones de croissance. Il faut savoir que quand on est jeune, en fait, à partir de l'âge de 20 ans à peu près, là, la production d'hormones de croissance va baisser de 50% à toutes les périodes de 7 ans environ. Ça fait calculer, là, quand vous arrivez à 50-60 ans, vous n'en produisez plus beaucoup d'hormones de croissance, malheureusement. Puis là, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'hormone de réparation. Cette hormone-là va augmenter pendant la nuit pour justement mettre en route tous les facteurs de réparation cellulaire, pour augmenter la réparation cellulaire. Et la mélatonine est un espèce de chef d'orchestre hein, qui dit à tout le processus d'école. OK? Fait que si vous ne produisez pas de mélatonine en vous couchant le soir, ça aussi, c'est inquiétant. Ceci étant dit, bon, la question de la chronobiologie, on peut en tenir compte pour, par exemple, vous donner quand moi je fais mes 24 heures de jeûne, graduellement dans la journée, ma production d'hormones de croissance va augmenter. On va être plus performant physiquement en fin de journée, c'est très clairement démontré par les études. Ou en fait, dans le fond, mon hormone de croissance va être aussi plus élevée parce que j'ai rien mangé de la journée. Je vais m'entraîner à jeun, ce qui va pousser de plus en fait le maintien de ma flexibilité métabolique, qui va en fait aussi améliorer la santé de mes mitochondries parce que là, on les oblige à travailler aussi en présence de cétone. Donc, ça va avoir un paquet de facteurs bénéfiques, mais tout ceci qui tient compte finalement du cycle circadien, de la production des hormones, de notre niveau de performance, c'est quelque chose qu'on peut mettre en application aussi dans un contexte de ce que j'ai appelé la chronolongévité, tout simplement. Beaucoup d'informations. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que les gens suivent. En fait,
vous pouvez poser vos questions dans le chat, même ceux qui écoutent en replay. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas sur tous les points que Eric a partagés avec nous. Merci beaucoup pour tout ce super contenu hyper détaillé, utile. Donc, on a fait le tour des 10 points. Donc, écoute, ben, en terminant, les gens qui veulent en savoir plus, c'est quoi? As-tu des choses particulières à annoncer? Comment qu'on fait pour garder le fil avec toi puis être tenu informé de tout ce qui s'en vient dans tes beaux projets? En fait, le mieux, c'est sûrement mes pages Facebook. J'en ai trois en passant. J'ai comme Éric Simard perso, j'ai Éric Ouais. Simard priorité bien vieillir, puis j'ai Éric Simard chercheur, en fait, là, qui sont pour des raisons historiques, en fait, là, j'ai ces trois pages Facebook-là. Mais je suis aussi, en fait, j'ai oublié de mentionner au début, mais je suis l'animateur des émissions La Santé Autrement. En fait, où ce que je suis le coproducteur carrément, en fait, des émissions La Santé Autrement avec Cogeco, qui sont devenues les émissions, parmi les émissions les plus écoutées du réseau Cogeco au Québec. Vous y avez accès sur la chaîne YouTube de Vitali. OK. Donc, sur YouTube, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la chaîne YouTube de Vitali. Vous allez voir passer plein d'affaires, entre autres les directs que je fais le OK. mercredi, qui sont accessibles. Il y a plusieurs listes de lecture, dont la liste de lecture sur les émissions La Santé Autrement, mais il y a la liste de lecture aussi sur les suppléments, en fait, que j'ai commencé à faire cette année. Il y en a sur l'étude sur l'âge biologique, les gyrosuppresseurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations sur la chaîne YouTube de Vitali. Parfait. Et chaque jeudi soir, j'en ai parlé un peu parce qu'hier, on avait Christine qui était avec nous, Christine Michaud. Chaque jeudi soir, normalement de janvier à aller jusqu'au début juin, on a un webinaire gratuit qui vous est offert. En fait, c'est plus de 50 experts qui passent dans les webinaires, autant des médecins, des pharmaciens que des naturopathes, en fait, de très haut calibre, de très haut niveau, des nutritionnistes, des psychologues, des neuroscientifiques. On a du monde de tous les horizons, des kinésiologues qui participent à ça. Et c'est gratuit, en fait, c'est sur Zoom, donc c'est facilement accessible. On a toujours de plus en plus de monde qui participe à ça. On a souvent entre 2000 et 3000 inscriptions, en fait, les jeudis soirs, donc ça fonctionne vraiment très bien. Et on le fait OK. aussi, donc, du milieu du mois d'août à aller jusqu'au milieu du mois de décembre, à l'automne. Donc, 2 saisons par année, tout simplement. Donc, OK. profitez-en, ça va vous faire découvrir beaucoup de facettes de santé. En fait, ça va bien vous outiller. Et on a Merveilleux. de ces conférences-là, parce que ça roule depuis 3 ans, ça fait qu'on a déjà depuis plus de 3 ans, en fait, on est dans la quatrième année. On les enregistre, ces conférences-là. Le contenu est tout disponible, en fait, sur la plateforme Idon Technologies. Vous y avez accès via le site Internet de Vitoli, hein, vitoli.ca. En bas de votre écran, vous avez les deux marques de commerce qu'on commercialise, puis à côté, vous avez Conférences Santé. Cliquez dessus, puis allez voir le contenu de la plateforme, c'est incroyable. C'est une bibliothèque de contenu qui est vraiment incroyable. C'est vraiment merveilleux là, d'avoir accès à autant d'informations aussi pointues. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Eric, puis pour toute l'information que tu vulgarises pour tout le monde, pour leur plus grand bien-être, hein, parce que c'est le but ultimement que les gens se sentent bien, vivent longtemps, en santé. Donc, c'était super Oui, passionnant. Je vais c'est clairement bon. réécouter parce que je pense qu'on peut réécouter 2, 3 fois puis encore attraper de l'information. Donc, ben, merci beaucoup, Eric, pour ta générosité, pour toutes ces informations-là. Puis on va continuer à te suivre. Tu vas publier aussi sur le groupe Vos ressources du mieux-être. De toute façon, on invite les gens comme à aller voir toutes les ressources que tu as parlé, page Facebook, chaîne YouTube, le site vitali.ca. Donc, ben, je te remercie beaucoup. Puis je vous C'était souhaite. vraiment un très grand plaisir, en fait, hein. Puis Mona, écoute, c'est mon ikigai. Vous comprendrez que moi, dans la vie, c'est ce que je veux faire, c'est l'objectif que je me suis donné. Ultimement, mon objectif, c'est de changer la culture au Québec. C'est pas rien, en fait, là. Ouais, De changer notre culture de la maladie, en fait, pour avoir une réelle culture de la santé dans laquelle on n'est pas gêné de parler, même d'optimiser la santé, en fait, pour le bénéfice de tous. Parce que les gens, je suis convaincu que c'est pas leur premier désir, en fait, hein, c'est pas d'être malade puis d'être traité, mais qu'ils soient malades. C'est d'être en santé puis de profiter de la vie. C'est très clair, c'est très, très clair, en fait, hein. exactement. Donc, je suis Oui, mais il convaincu faut qu'avec le savoir temps, comment, tu sais. Fait que là, c'est vraiment en ayant accès à toutes ces informations précieuses qu'on peut prendre à petite bouchée, écouter plein de belles ressources que tu mets à la disposition, lire tes livres. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Puis c'est un ben, grand on te souhaite plaisir. une bonne santé à tous, une bonne santé à toi aussi, Eric, puis merci pour tout ce que tu fais. Oui, c'est un grand plaisir. À Au la revoir. prochaine. Bye bye.